Bonjour, aujourd'hui je continue Sido suivi de Les Vrilles de la vigne de Colette. Je termine Sido avec la partie 3, Les sauvages. Des sauvages, disait-elle. Que faire avec de tels sauvages? Elle secouait la tête. Il y avait dans son découragement une part de choix, un désistement raisonné, peut-être aussi la conscience de sa responsabilité. Elle contemplait ces deux garçons, les demi-frères, et les trouvait beaux. L'aîné surtout, le châtain aux yeux perses, 17 ans, une bouche empourprée qui ne souriait qu'à nous et à quelques jolies filles. Mais le brun à 13 ans n'était pas mal non plus, sous ses cheveux mal taillés qui descendaient jusqu'à ses yeux bleus de plomb, pareils à ceux de notre père. Deux sauvages aux pieds légers, osseux, sans chair superflue, frugaux comme leurs parents, et qui préféraient aux viandes le pain bis, le fromage dur, la salade, l'œuf frais, la tarte aux poireaux ou à la citrouille, sobres et vertueux, de vrais sauvages. Que faire d'eux, soupirait ma mère. Ils étaient si doux que nul ne les pouvait atteindre ni diviser. L'aîné commandait, le second mêlait à son zèle une fantaisie qui l'isolait du monde. Mais l'aîné savait qu'il allait commencer ses études de médecine, tandis que le second espérait sourdement que rien ne commencerait jamais pour lui, sauf le jour suivant, sauf l'heure d'échapper à une contrainte civilisée, sauf la liberté totale de rêver et de se taire. Il l'espère encore. Jouait-il? Rarement. Il jouait, si par jeu l'on n'entend que d'un radieux univers villageois, il ne voulait que la fleur, le meilleur, le plus désert, le non foulé, tout ce qui rajeunit et recommence à l'écart de l'homme. On ne les vit jamais déguisés en Robinson, ni en conquérants, ni interprétant des scénettes improvisées. Le cadet, incorporé une fois à une troupe de garçons entichés de tragédie, n'y accepta qu'un rôle muet, le rôle du fils idiot. C'est au récit de ma mère qu'il me faut remonter quand il me prend, comme à tous ceux qui vieillissent, la hâte, le prurit de posséder les secrets d'un être à jamais dissous. Lire le chiffre de sa turbulente jeunesse, heure par heure perdue en elle-même et d'elle-même renaissant, marquer, je ne sais quelle grâce m'aidant, marquer du doigt le promontoire d'où il se laissa tomber dans la plate mer des hommes, épeler le nom de ses astres contraires. J'ai dit adieu aux morts, à l'aîné sans rivaux. Mais je recours au récit maternel et aux souvenirs de ma petite enfance si je veux savoir comment se forma le sexagénaire à moustache grise qui se glisse chez moi, la nuit tombée, ouvre ma montre et regarde palpiter l'aiguille trotteuse, prélève sur une enveloppe froissée un timbre-poste étranger, aspire comme si le souffle lui avait tout le jour manqué, une longue bouffée de musique du Columbia et disparaît sans avoir dit un mot. Il provient, cet homme blanchissant, d'un petit garçon de 6 ans qui suivait les musiciens mendiants quand ils traversaient notre village. Il suivit un clarinettiste borgne jusqu'à Saintes, 4 kilomètres, et quand il revint, ma mère faisait sonder les puits du pays. Il écouta avec bonté les reproches et les plaintes, car il se fâchait rarement. Quand il en eut fini avec les alarmes maternelles, il alla au piano et joua fidèlement tous les airs du clarinettiste qu'il enrichit de petites harmonies simples, fort correctes. Ainsi faisait-il des airs du manège forain à la Quasimodo et de toutes les musiques qu'il captait comme des messages volants. Il faudra, disait ma mère, qu'il travaille le mécanisme et l'harmonie. Il est encore plus doué que l'aîné. Il deviendrait un artiste, qui sait. Elle croyait encore, quand il avait 6 ans, qu'elle pouvait quelque chose pour lui, ou contre lui. Un petit garçon si inoffensif. Sauf son aptitude à disparaître, que pouvait-elle lui reprocher? Bref de taille, vif, très bien équilibré, il cessait miraculeusement d'être présent. Où le joindre? Les airs préférés des petits garçons ordinaires ne l'avaient pas même vu passer, ni la patinoire, ni la place du grand jeu damée par les pieds d'enfants, mais plutôt dans la vieille glacière du château, souterrain tronqué qui datait de 4 siècles, ou dans la boîte de l'horloge de ville, place du marché, ou bien enchaîné au pas de l'accordeur de piano qui venait une fois l'an du chef-lieu et donnait ses soins aux 4 instruments de notre village. Quel instrument avez-vous? Madame Vallée va échanger son instrument. L'instrument de mademoiselle Philippon est bien fatigué. J'avoue qu'en ma mémoire, le mot instrument appelle encore, à l'exclusion de toutes les autres images, celle d'un édifice d'acajou conservé dans l'ombre des salons provinciaux et brandissant, comme un autel, des bras de bronze et des cires vertes.
Oui, un petit garçon si inoffensif qui n'exigeait rien, sauf un soir. Je voudrais 2 sous de pruneaux et 2 sous de noisettes, dit-il. Les épiceries sont fermées, répondit ma mère. Dors, tu en auras demain. Je voudrais 2 sous de pruneaux et 2 sous de noisettes, redemanda le lendemain soir le doux petit garçon. Et pourquoi ne les as-tu pas achetés dans la journée se récria ma mère impatientée. Va te coucher. 5 soirs, 10 soirs ramenèrent la même taquinerie, et ma mère montra bien qu'elle était une mère singulière. Car elle ne fessa pas l'obstiné qui espérait peut-être qu'on le fesserait, ou qui escomptait seulement une explosion maternelle, les cris des nerfs à bout, les malédictions, un nocturne tumulte qui retarderait le coucher. Un soir, après d'autres soirs, il prépara sa figure quotidienne d'enfant buté, le son modéré de sa voix. « Maman ?» Oui, dit maman. « Maman, je voudrais… » Les voici, dit-elle. Elle se leva, aveignit dans l'insondable placard, près de la cheminée, 2 sacs grands comme des nouveau-nés, les posa à terre de chaque côté de son petit garçon et ajouta « Quand il n'y en aura plus, tu en achèteras d'autres. » Il la regardait d'en bas, offensé et pâle sous ses cheveux noirs. « C'est pour toi, prends, insista ma mère. » Il perdit le premier son sang-froid et éclata en larmes. « Mais je ne les aime pas, sanglotait-il. » Sido se pencha, aussi attentif qu'au-dessus d'un œuf fêlé par l'éclosion imminente, au-dessus d'une rose inconnue, d'un messager de l'autre hémisphère. « Tu ne les aimes pas? Qu'est-ce que tu voulais donc ?» Il fut imprudent et avoua. « Je voulais les demander. » Lorsqu'elle partait chaque trimestre pour Auxerre à 2 heures du matin dans la Victoria, ma mère cédait presque toujours aux instances de son enfant le plus jeune. Le privilège de naître la dernière me conserva longtemps ce grade d'enfant le plus jeune et ma place dans le fond de la Victoria. Mais avant moi, il y eut pendant une dizaine d'années ce petit garçon évasif et agile. Au chef-lieu, il se perdait car il déjouait toute surveillance. Il se perdit ici et là, dans la cathédrale, dans la tour de l'horloge, et notamment dans une grande épicerie, durant qu'on emballait le pain de sucre drapé d'un billet de papier indigo, les 5 kilos de chocolat, la vanille, la cannelle, la noix muscade, le rhum pour les grogues, le poivre noir et le savon blanc. Ma mère fit un cri de renarde. « Oh, où est-il » ? « Qui, madame Colette ? Mon petit garçon. L'a-t-on vu sortir ?» Personne ne l'avait vu sortir, et déjà ma mère, à défaut de puits, interrogeait les cuves d'huile et les tonneaux de saumure. On ne le chercha pas trop longtemps cette fois. Il était au plafond, tout en haut d'un des piliers de fonte-torse, qu'il étreignait des cuisses et des pieds comme un grimpeur de cocotier. Il manœuvrait et écoutait les rouages d'un gros cartel à face plate de chat huant vissé sur la maîtresse poutre. Quand des parents ordinaires font souche d'enfants exceptionnels, il y a de grandes chances que les parents éblouis les poussent, fût-ce à grands coups de pied dans le derrière, vers des destinées qu'ils nomment meilleures. Ma mère, qui tenait pour naturel, voire obligatoire, d'enfanter des miracles, professait aussi que l'on tombe toujours du côté où l'on penche, et affirmait pour se rassurer elle-même. Achille sera médecin, mais Léo ne pourra pas échapper à la musique. Quant à la petite, elle levait les sourcils, interrogeait le nuage et me remettait à plus tard. Exception bizarre, il n'était jamais question de l'avenir de ma sœur aînée, déjà majeure, mais étrangère à nous, étrangère à tous, volontairement isolée au sein de sa propre famille. Juliette est une autre espèce de sauvage, soupirait ma mère, mais à celle-là, personne ne comprend rien, même moi. Elle se trompa, nous la trompâmes plus d'une fois. Elle ne se décourageait pas et nous coiffait d'une nouvelle auréole. Mais elle n'accepta jamais que son second fils échappât, comme elle disait, à la musique, car je lis dans maintes lettres qui datent de la fin de sa vie. Sais-tu si Léo a un peu de temps pour travailler son piano? Il ne doit pas négliger un don qui est extraordinaire. Je ne me lasserai pas d'insister là-dessus. À l'époque où ma mère m'écrivait ces lettres, mon frère était âgé de 44 ans. Il a, quoi qu'elle en eût, échappé à la musique, puis aux études de pharmacie, puis successivement à tout ce qui n'est pas son passé de sylphe. À mes yeux, il n'a pas changé. C'est un sylphe de 63 ans. Comme un sylphe, il n'est attaché qu'au lieu natal, à quelques champignons tutélaires, à une feuille recroquevillée en manière de toit.
On sait que les sylphes vivent de peu, et méprisent les grossiers vêtements des hommes. Le mien erre parfois sans cravate et long chevelu. De dos, il figure assez bien un pardessus vide, ensorcelé et vagabond. Sa modeste besogne de scribe, il l'a élue entre toutes pour ce qu'elle retient, assise à une table, sa seule et fallacieuse apparence d'homme. Tout le reste de lui, libre, chante, entend des orchestres, compose et revole à la rencontre du petit garçon de 6 ans qui ouvrait toutes les montres, hantait les horloges municipales, collectionnait les épitaphes, foulait sans fatigue les mousses élastiques et jouait du piano de naissance. Il le retrouve aisément, revêt le petit corps agile et léger qu'il n'a jamais quitté longtemps, et il parcourt un domaine mental où tout est à la guise et à la mesure d'un enfant qui dure victorieusement depuis 60 années. Il n'est pas, quel dommage, d'enfant invulnérable. Celui-ci, pour vouloir confronter son rêve exact avec une réalité infidèle, m'en revient déchiré parfois. Certains crépuscules ruisselants, à grandes draperies d'eau et d'ombre sous chaque arcade du palais royal, me l'amena. Je ne l'avais pas vu depuis des mois. Il s'assit, mouillé, à mon feu, prit distraitement sa singulière subsistance, des bonbons fondants, des gâteaux très sucrés, du sirop, ouvrit ma montre, puis mon réveil, les écouta longuement et ne dit rien. Je ne regardais qu'à la dérobée, dans sa longue figure, sa moustache quasi blanche, l'œil bleu de mon père, le nez grossi de sido, très survivant, assemblé par des plans d'os, des muscles inconnus et sans origine lisible, une longue figure douce, éclairée par le feu, douce et désemparée. Mais les us et coutumes de l'enfance, réserve, discrétion, liberté, sont encore si vigoureux entre nous que je ne posai à mon frère aucune question. Quand il eut assez séché les ailes tristes, alourdies de pluie qu'il appelle son manteau, il fuma, l'œil cligné, et frotta ses mains sèches, rouges d'ignorer en toute saison l'eau chaude et les gants, et parla. Dis donc. Oui. J'ai été là-bas, tu sais. Non, quand ça? J'en arrive. Ah, dis-je avec admiration, tu es allé à Saint-Sauveur, comment? Il me fit un petit clin d'œil fat. C'est Charles Farou qui m'a emmené en auto. Mon vieux, c'est joli en cette saison? Pas mal, dit-il brièvement. Il enfla les narines, redevint sombre et se tut. Je me remis à écrire. Dis donc. Oui. Là-bas, j'ai été aux roches, tu sais. Un chemin montueux de sable jaune se dressa dans ma mémoire comme un serpent le long d'une vitre. Oh, comment est-ce? Et le bois en haut, et le petit pavillon, les digitales, les bruyères. Mon frère siffla. Fini. Coupé, plus rien, rasé. On voit la terre, on voit. Il faucha l'air du tranchant de la main et rit des épaules en regardant le feu. Je respectai ce rire et ne l'imitai pas. Mais le vieux sylphe, frémissant et lésé, ne pouvait plus se taire. Il profita du clair-obscur, du feu rougeoyant. Ce n'est pas tout, chuchota-t-il. Je suis allé aussi à la cour du pâté. Non naïf d'une chaude terrasse, au flanc du château ruiné, arceaux de rosiers maigris par l'âge, ombre, odeur de lierre fleurie versée par la tour sarrasine, battant revêche et rougeâtre de la grille qui ferme la cour du pâté, accourez. Et alors, vieux, et alors? Mon frère se ramassa sur lui-même. Une minute, commanda-t-il. Commençons par le commencement. J'arrive au château. Il est toujours asile de vieillards, puisque Victor Gandry l'a voulu. Bon, je n'ai rien à objecter. J'entre dans le parc par l'entrée du bas, celle qui est près de madame Billette. Comment, madame Billette? Mais elle doit être morte depuis 40 ans au moins. Peut-être, dit mon frère avec insouciance. Oui, c'est donc ça qu'on m'a dit un autre nom, un nom impossible. S'il croit que je vais retenir des noms que je ne connais pas. Enfin, j'entre par l'entrée du bas, je monte l'allée des tilleuls. Tiens, les chiens n'ont pas aboyé quand j'ai poussé la porte, fit-il avec irritation. Écoute, vieux, ça ne pourrait pas être les mêmes chiens, songe donc. Bon, détail sans importance. Je te passe sous silence les pommes de terre qu'ils ont plantées à la place des cœurs de Jeannette et des pavots. Je passe même, poursuivit-il d'une voix intolérante, sur les fils de fer des pelouses, un quadrillage de fils de fer, qu'on se demande ce qu'on voit. Il paraît que c'est pour les vaches. Les vaches. Il berça un de ses genoux entre ses deux mains nouées,
et sifflota d'un air artiste qui lui allait comme un chapeau haut de forme. C'est tout, vieux? Minute, répéta-t-il férocement. Je monte donc vers le canal, si j'ose, dit-il avec une recherche incisive, appeler canal cette mare infecte, cette soupe de moustiques et de bouse, passons. Je m'en vais donc à la cour du pâté et il tourna vers moi sans me voir un sourire vindicatif. J'avoue que je n'ai d'abord pas aimé particulièrement qu'il fasse de la première cour, devant la grille derrière les écuries aux chevaux, une espèce de préau à sécher la lessive. Oui, j'avoue. Mais je n'y ai pas trop fait attention parce que j'attendais le moment de la grille. Quel moment de la grille? Il claqua des doigts impatienté. Voyons, tu vois le loquet de la grille? Comme si j'allais le saisir, de fer noir, poli et fondu, je le vis en effet. Bon, depuis toujours, quand on le tourne comme ça, il m'y met, et qu'on laisse aller la grille, alors elle s'ouvre par son propre poids, et en tournant, elle dit « Iou » chantâmes-nous d'une seule voix sur 4 notes. Oui, dit mon frère en faisant danser fébrilement son genou gauche. J'ai tourné, j'ai laissé aller la grille, j'ai écouté. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont huilé la grille, dit-il froidement. Il partit presque aussitôt. Il n'avait pas autre chose à me dire. Il recroisa les membranes humides de son grand vêtement et s'en alla, dépossédé de 4 notes, son oreille musicienne tendue en vain, désormais, vers la plus délicate offrande, composée par un huit ancien, un grain de sable, une trace de rouille, et dédiée au seul enfant sauvage qui en fût digne.